demanderais à Jacques Tétrault, qui est le président le porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, qui va aborder le même sujet, mais sur un autre angle, peut-être plus l'angle de l'environnement. Et faites-vous-en pas, à la fin, il va y avoir une période de questions de 2-3 heures. Alors, merci beaucoup. C'est la deuxième fois que j'ai ici à Trois-Rivières, c'est la deuxième fois que la salle est pleine, c'est encourageant. C'est dommage que ça ne se traduise pas par des actions sur le terrain, par exemple. Il faudrait qu'il y ait une suite à nos conférences. Oui, je sais qu'on essaie fort. Déjà, le fait que vous soyez ici, ça démontre que vous avez un intérêt, sinon vous seriez chez vous. Hein, c'est bien évident. On a souvent l'impression de parler à des gens convaincus. Hein, c'est des gens qu'on devrait convaincre qui ne sont pas devant nous. Hein. C'est comme quand on écrit des courriels à nos amis, ils les lisent, mais c'est ceux qui devraient les lire qui ne les lisent pas. C'est souvent comme ça dans notre société. Alors, oui, moi, je suis le porte-parole officiel du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un regroupement qui est issu des gaz de schiste. Auparavant, ça s'appelait le regroupement interrégional des gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, le RIGSVSL, qui, une fois qu'on a appris à le prononcer, on a changé de nom. En fait, ça vient de l'éclatement du mouvement. En 2013, les membres en Assemblée générale ont réalisé que la fracturation hydraulique contre laquelle on se battait depuis 4 ans, c'était la même technologie qui était pour être utilisée pour extraire le pétrole en Gaspésie puis sur l'île d'Anticosti. Alors, de façon spontanée, les gens ont dit ben, si c'est pas bon pour nous autres, dans la vallée du Saint-Laurent, c'est pas meilleur pour les Gaspésiens ou les gens de l'île d'Anticosti. Alors, on a donc étendu notre territoire et notre mission au pétrole. Puis ça n'a pas été long que les pipelines sont embarquées, puis tout ça, parce que ça se tient tout ça. On a ici présent Mme Odette Sarrazin. On a mentionné tout à l'heure, Odette, c'est la porte-parole adjointe. Hein? Donc, c'est mon adjointe au niveau provincial. Et on a aussi Marc Lundmans, qui est le coordonnateur interrégional de la région Nord, donc responsable de votre région, ici. Je reconnais aussi beaucoup de gens des comités de citoyens des Cancours de l'autre côté du fleuve, dans la région de la Mauricie. Merci de vous être déplacés, c'est le fun. J'espère que je vais vous apprendre de quoi encore. Là, parce qu'on a souvent l'impression que quand on donne des conférences aux gens qu'on connaît, on ne leur apprend pas grand-chose. Mais moi, j'ai appris plein de choses tout à l'heure. Je suis convaincu qu'on ne se déplace jamais pour rien. Alors, écoutez, on m'a donné 15-20 minutes pour vous faire un portrait. Évidemment, ça va être un portrait à grand galop, rapido presto, parce que parler dans le détail de tout ça prend facilement une journée complète. Il faut être en mesure d'en saisir vraiment tous les tenants et aboutissants. Alors, on va faire un survol, puis on sera ouvert à vos questions, je pense, après. Là. Mais je vous avertis, on ne traite pas de tous les aspects aujourd'hui. Bon, ça va fonctionner, oui, d'habitude. Oui. Ah ouais, vas-y. Alors, comme on a mentionné, c'est un projet sous juridiction fédérale. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas rien faire parce que ça vient du fédéral, mais c'est totalement faux, là. Dans les étapes, on commence par présenter le projet à la population et dans les faits, il a été présenté à la population. TransCanada a fait ce devoir-là. Il l'a pas bien fait, mais il l'a fait. Il a fait des séances d'information à différents endroits au Québec où est-ce que là, on se présentait, puis là, il y avait un grand panneau un peu partout dans une salle. Il y avait des gens qui répondaient aux questions de façon individuelle aux citoyens qui en posaient. On ne voulait surtout pas faire de grandes assemblées là où les gens pourraient se nourrir mutuellement puis dire « Ah, c'est vrai ce qu'il a demandé, moi, ça me suscite une autre question. » On a plutôt opté pour la formule en catimini. Puis si tu ne me poses pas la question, je ne te donne pas la réponse. Puis si tu me poses la question, je ne te donne pas plus la réponse. Fait que ça a été là la façon dont TransCanada a au Québec présenté son projet à la population. Ensuite de ça, il l'a présenté à l'Office national de l'énergie. Ça a été fait le 30 octobre 2014. Alors, on a parlé rapidement tout à l'heure, 30 000 pages de projet unilingue en anglais que l'Office a accueilli avec grande joie, étant donné que les autres sont à Calgary, comprennent tout ça. Les agriculteurs québécois, par exemple, chez qui le pipeline va passer, ne sont pas bilingues, là, on a un sérieux problème. Il y a eu déjà des contestations juridiques, on s'est fait revirer.
Pour l'Office national de l'énergie, c'est correct, c'est comme ça a été présenté là. C'est toujours en recours judiciaire, on verra la suite des choses. Lorsque le projet va être étudié puis considéré conforme par l'Office national de l'énergie, il va y avoir des audiences qui devraient durer, tout le processus devrait durer 15 mois. Alors, il faut savoir que c'est le projet de pipeline le plus ambitieux en Amérique du Nord qui a jamais été construit. Puis, ça va être la plus courte période de consultation qu'il n'y aura jamais eu. Cherchez l'erreur, mais c'est un fait. Vous savez que dans l'Ouest canadien, ça fait 10 ans qu'ils essayent de sortir le pétrole vers le Pacifique, puis ils ne sont toujours pas capables. Nous autres, il va falloir qu'en 15 mois, on passe à travers tout ça. Suite aux audiences publiques, il y a l'acceptation de la part du bureau du premier ministre. Vous avez vu que je n'ai pas mis de point d'interrogation. C'est sûr que le premier ministre va accepter ce projet-là. C'est dans ses cartons depuis tellement longtemps. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est de dire, écoute, améliorez votre rapport un petit peu, allez faire vos devoirs, mais on ne s'attend pas à ce que ça se fasse, là, parce que la pression va être grande. Ensuite de ça, une fois que le premier ministre aura dit son mot, on va partir ça. Actuellement, là, je veux juste revenir rapidement sur le mythe du pétrole d'ici pour les gens d'ici. Hein? On nous dit ça, écoute, il faut sécuriser nos approvisionnements. On a mentionné tout à l'heure, on importe pour 14 milliards de dollars par année de pétrole. Pourquoi pas prendre le nôtre? Hein? C'est une logique, ça. Tu dis, ben oui. Pourquoi pas prendre le nôtre? Mais on ne prendra pas le nôtre, hein, parce que le nôtre, vous allez voir qu'il va passer tout droit assez rapidement. Alors, il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dessus. Le Conseil des Canadiens, avec l'Ecology Action Center, Environmental Defense et Équiterre, ont produit un rapport déjà. Alors, rapidement, quand on regarde les capacités de raffinage dans l'est du Canada, on a des raffineries, là. Suncor, Valero, ça c'est Québec, Montréal, Irving au Nouveau-Brunswick. On est capable au total de raffiner 672 000 barils par jour. C'est quand même pas mal de liquide, là. Mais vous allez voir que... Oups, là, ça va vite tout à coup. Alors, ce qu'on prévoit en 2020, selon les NRJS, là, les sources de pétrole brut, là, en 2020, là, donc pas si longtemps que ça, dans 5-6 ans d'ici, le pétrole qui vient de 9B, l'inversion de la ligne 9B, va nous apporter 250 000 barils. Ce qui est extrait actuellement au large de Terre-Neuve, 100 000 barils. Le brut américain qui va rentrer chez nous, 200 000 barils. Il devrait rentrer un 550 000 barils supplémentaires. Alors, ça fait quoi, ça? Les 672 000 barils qu'on peut déjà raffiner, plus les 550 000 barils qui vont rentrer, ça fait donc une disponibilité de 122 000 barils restantes aux raffineries de l'Est. Comme on veut, parce que là, on est capable d'en raffiner ça, mais il va rentrer ça, donc on a encore un petit jeu là. Mais comme NRJS, à lui tout seul, va rentrer 1,1 million de barils, si on enlève les 122 000, ça veut dire qu'il reste 978 000 barils de pétrole de trop. On va pas le canner, hein? C'est pas du sirop d'érable, ça. On va le shipper ailleurs sur la planète. Donc, ce pétrole-là, il vient, c'est pas pour nous autres, c'est vraiment pour l'exportation uniquement. Fait que c'est totalement ridicule de nous dire qu'on va utiliser ce pétrole-là chez nous, parce que selon l'industrie, la production actuelle s'élève à 3,8 millions de barils par jour, dont 1,9 provient des sables bitumineux de l'Alberta. Le reste, ça provient d'ailleurs au Canada. La demande canadienne en 2020 serait, selon l'Office national de l'énergie, de 1,5 million de barils par jour, qui correspond à 30 de la production stable jusqu'en 2030, où là, ça va descendre. Alors, la nécessité de l'approvisionnement canadien, là, c'est des menteries totalement. Ils nous prennent pour des achiffristes, ce qu'on est en passant. Là. Les chiffres, on a de la misère avec ça, les chiffres. Vous savez que les millions de barils, pour nous autres, c'est beaucoup, c'est des gros chiffres, puis c'est pas péjoratif, là, je le suis moi aussi. Alors, vous voyez, on prévoyait là, un port d'exportation à Kakuna. Vous savez, j'espère tout le monde que nos amis les Belugas nous ont aidés à gagner cette bataille-là. Ils ont eu la bonne idée de vouloir disparaître de la planète. C'est ça qui a fait arrêter le gouvernement fédéral. Sinon, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'il aurait passé là, à Kakuna. La façon la plus sécuritaire, on nous dit souvent ça. Là, on a eu une explosion de lac Mégantic. Fait que là, tout de suite, le lendemain, hein, on a appris, ah, mais là, les pipelines, c'est beaucoup plus sécuritaire. Hey, fait qu'on va construire le pipeline.
bien, c'est parce qu'on va avoir le pipeline, plus les trains, plus les bateaux. C'est pas un ou l'autre, là, ça va être les et, là, ça s'additionne, ça. Alors, si on regarde, ils nous disent le produit arrive en toute sécurité à destination. Le pétrole et les produits raffinés à 99,99945%. Ça arrive tout au bout de ça. C'est presque 100%, c'est merveilleux. Le gaz, je ne vous en parlerai pas parce que c'est pire, c'est 99,99837%. Tu sais, on n'en perd pas en chemin. Mais quand on calcule, là, 8 322 000 litres, ça correspond à 52 400 barils de pétrole par année qui ne se rendent pas à destination, là, parce que la petite portion qui manque pour se rendre à 100%, là, c'est ça que ça fait. Ça fait 8 322 litres de pétrole qui ne se rendent pas à destination. De où est-ce qu'il va, ce pétrole-là? Il ne s'évapore pas dans l'atmosphère. Il s'en va dans le sol. Il s'en va dans les rivières un petit peu partout. C'est des petites fuites. C'est pas beaucoup, là. T'sais, on nous dit, écoutez, 99,99% du pétrole se rend à destination. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Y a-t-il des garanties sur quelque chose sur la planète qui peut te garantir qu'à 99,99% tu vas l'avoir jusqu'au bout de ta vie, cet outil-là? Le seul outil qui ne brise pas, c'est celui qu'on ne sert pas. Fait qu'un pipeline, il va servir. Fait que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va buster. On ne sait pas où, puis on ne sait pas quand, si on vous l'a dit, là, mais je pense qu'il faut se le répéter. C'est sûr et certain. En comparaison, le petit déversement qu'il y a eu à Longueuil, là, en janvier dernier, c'était 28 000 litres de diesel. Ça correspond seulement à 176 barils, ça. C'est un pet, là. C'est vraiment, là, c'était une très petite quantité. Puis, on a été 3 jours pas d'eau, puis ça a coûté cher. Alors, on dit que l'oléoduc, c'est le moyen de transport terrestre de pétrole le plus sécuritaire pour la population, bien que les déversements soient 36 fois plus importants que ceux du transport par rail. Évidemment, un train, ça ne transporte pas 1,1 million de barils par jour. Ça a une limite, là. Fait que quand les wagons ont fini de brûler puis d'exploser, ben c'est fini. Tandis que le pipeline, il peut couler longtemps du pétrole avant qu'on puisse arrêter le flux. Bon, on nous dit, et ça, c'est tiré du rapport qui a été fait dans MRC de la Norée par M. Harvey, là. Qu'une fuite dont le débit serait moins de 1,5 à 2% du débit ne pourrait pas être détectée par l'instrumentation de surveillance, mais par d'autres moyens, tels que des patrouilles aériennes aux 2 semaines, ou par la sécurité civile ou la population. Donc, il pourrait s'écouler plusieurs semaines avant de la détecter. Ça veut dire ça que leur système là, à Calgary, où est-ce que tu as un type devant les téléviseurs, puis qui regarde ça, là, puis là, il va s'apercevoir à un moment donné que, oups, il y a un cadran que ça ne marche plus. Ça fait que là, par le temps qu'il réagisse, ils disent de 10 à 12 minutes. Le temps qu'il ferme la valve, puis qu'il ferme toutes les valves en chemin, puis se rend jusqu'à temps que ça arrive chez vous, il y a eu le temps d'en couler en masse du pétrole dans la nature. Puis ça, c'est s'il s'en rend compte, parce que si c'est juste une petite fuite de 1,5%, il ne s'en rendra pas compte. C'est juste quand le drone va passer aux 2 semaines, s'il voit, parce que ça se pourrait bien qu'il ne le voit pas, ou qu'il y ait quelqu'un qui a promené son chien à un moment donné, qui dise « Oh, c'est donc bien noir ici, la neige. » Ils disent « Oh, ça sent pas la neige, il y a un problème. » Alors, c'est assez impressionnant de savoir, regardez ici, les technologies de surveillance, le SCADA, les capteurs de détection de fuite, ont permis de détecter seulement 21,4% des fuites. Ça, c'est une fuite sur 5, là. La sécurité civile, la population, les promeneurs de chiens, les autres, là, 38% des fuites. Si je calcule 38 plus 21, il y a encore un paquet de fuites qui ne sont jamais détectées. Ça fait partie du 0,0001% qui ne se rend jamais au bout de temps. Fait que ça veut dire que des fuites, il y en a, de l'aveu même des compagnies. Quand on dit que la vigilance, la sécurité civile de la population est cruciale, c'est vrai que c'est crucial parce que si on n'est pas là, nous autres, les citoyens, il se passerait beaucoup de choses. Bon, ça m'amène à vous parler de la campagne Coule pas chez nous. Je pense que vous avez entendu parler. Si vous n'êtes pas entendu parler, c'est parce que, comme moi, vous n'écoutez pas, tout le monde en parle. Vous n'êtes pas branché du tout. C'est une campagne qui a été lancée il y a 3 ans, qui a été reprise par des comités de citoyens qui l'ont bonifiée, qui en ont fait une belle campagne plus classée, là, qu'on dirait, avec un beau logo, des pancartes, etc.
Ils sont réunis en fin de semaine, ces gens-là, pour gérer le magot là, de 300 quelques mille dollars que Gabriel Nadeau-Dubois a ramassé à l'émission Tout le monde en parle. Il y a une fondation qui a été mise en place. Vous avez ici une administratrice, Mme Sarrazin, qui va s'occuper de gérer, en compagnie d'autres personnes, ces argents-là. Faire en sorte que les comités de citoyens qui se mettent en place soient équipés de matériel promotionnel, d'information pour la population. Vous savez, j'ai envoyé une non-gaz de schiste, là. Quand on a lancé, là, 4 ans, 5 ans déjà maintenant, je pense. 5 ans. Non au gaz de schiste, on était un petit peu perplexe. On se disait, ça va-tu vraiment pogner, ça, les pancartes? Bien, il va vous dire qu'il y a des villages où on passait, là, qu'à chaque poteau, il y avait une pancarte coule pas chez. Non au gaz de schiste. La personne qui n'en avait pas devant chez eux, là, était gênée. Fait que ça a un effet d'entraînement. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Les humains, on est des êtres de troupeau. Je me plais souvent à dire ça. On est des êtres de troupeau. Pourquoi vous achetez encore des billets pour aller voir des spectacles d'humour à 40 ou 50 pièces? Vous pouvez avoir ça sur votre télévision chez vous dans le salon. 2 ans plus tard, vous allez me dire, mais la joke est toujours bonne. Pourquoi? C'est parce que quand on s'en va dans une salle de spectacle, on trouve ce qui vient de se passer en avant la comique, on rit, on se bidonne, puis on s'aperçoit qu'on est 2000 à rire en même temps. On se dit, je fais partie du groupe. Si vous êtes tout seul à rire dans une foule de 2000 personnes, vous ne riez pas longtemps. Hein? C'est comme, tu dis, oh boy, je suis à côté de la traque, moi, là. Bien, dans ce sens-là, les campagnes de promotion avec les pancartes sont très efficaces. Quand tout le monde dans un village affiche ouvertement sa position, ça a un effet d'entraînement. Puis cet effet d'entraînement-là, il déteint nécessairement sur nos décideurs publics. On commence par notre conseil municipal, puis après ça, ça s'en va au conseil de la MRC, puis après ça, ça monte au gouvernement provincial. Évidemment, il faut en vendre de la pancarte, puis il faut qu'il y en ait beaucoup qui en installent des pancartes. Puis au prix où on les vend, c'est 5 $. Hein? Au prix où on les vend 5 $, je pense que c'est un 5 $ qui ne s'en va pas dans la poche du gouvernement fédéral. Là. Ça va rester au niveau local à votre comité de citoyens qui va utiliser cet argent-là pour faire imprimer des dépliants, puis faire du porte-à-porte, puis utiliser pour mettre un peu d'essence dans les autos pour faire des conférences, payer des conférenciers, entre autres. Nous, quand on donne des conférences, Marc ici en donne, on fait ça bénévole, on fait seulement notre déplacement, parce qu'on est des missionnaires un peu, parce que je pense qu'on a compris que si on veut que nos enfants aient la même qualité de vie, d'air et d'eau, ben il faut s'y mettre. Parce que ce qui s'en vient, ça va être assez terrible. On parle de 2 degrés d'augmentation de température d'ici 2050. Ben, il faut savoir qu'avec chaque degré, il y a 7 % d'humidité qui s'accumule aussi à ça. Alors, 7 % d'humidex de plus l'été prochain, ça vous fait transpirer juste d'y passer. Puis 7 % d'humidité de plus dans l'air l'hiver, quand il neige, ça fait plus de neige. Puis quand il grêle, ça fait plus de grêle. Puis quand il verglace, ça fait plus de verglas, plus de dégâts. Donc le paysage que nos enfants vont voir en 2050 va être totalement différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Et ça, au début, je vous dirais, je m'empêchais de le dire dans mes conférences, dans mes présentations. Maintenant, je ne me gêne plus. Il faut, je crois, être un petit peu alarmiste pour que les gens réalisent. Chez nous, en 1998, quand il y a eu le verglas, 3 jours la tempête a duré. 3 jours. J'ai été 1 mois pas d'électricité. J'ai vu partout dans ma région, moi je viens de la région de Saint-Hyacinthe, là, partout dans la région des beaux poteaux électriques neufs. Ça a été merveilleux. Maintenant, on ne manque plus d'électricité quand il y a un petit verglas. Mais si on avait eu une 2e tempête puis une 3e tempête dans le même hiver, on aurait des problèmes. Puis c'est ce qui nous attend. Des tempêtes de verglas en hiver, des tempêtes de grêle en été, des orages qui vont nous apporter des masses hallucinantes d'eau en très peu de temps. Donc, énormément d'érosion au niveau des sols, au niveau de glissement de terrain. Vos enfants, vos petits-enfants vont vivre ça, vous autres, là. Il faut arrêter cette niaiserie-là qui est l'utilisation des hydrocarbures sur la planète. Les scientifiques ne savent plus par quel moyen nous le faire comprendre.
Ça fait 25 ans qu'ils le disent, seulement. Ils ne savent plus comment nous le dire, là. Il faut commencer à le réaliser. Puis ce qui est étonnant, c'est que la majorité des gens, quand on leur explique, comprennent. Les décideurs publics ne comprennent pas, eux. Moi, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas, là. Ah, écoutez, je pourrais continuer longtemps, mais je veux pas non plus... juste, quand on parle des incidents, tu sais, on dit... les compagnies, c'est un moyen très sécuritaire, le pipeline, il n'y arrive pas souvent d'accidents. Mais regardez ce tableau-là, on va passer 2 petites secondes, là. En rouge, c'est les incidents par rapport aux produits pétroliers, là. Ça provient de la CEPA, qui est un organisme là, qui, évidemment, vend des pipelines et gère des pipelines. Pour eux autres, par exemple, si on prend une année, n'importe laquelle, en 2008, ils ont eu 2 incidents. 2. Mais si on s'en va pour la même année, à l'Office national de l'énergie, la commission le Bureau de la sécurité du transport du Canada, les gens qu'on paye, les fonctionnaires, en 2008, eux autres, ils ont relevé 84 incidents. Les compagnies, 2. Eux autres, 84. Puis des accidents, 7. Si vous remarquez, les compagnies, ils ne font pas la distinction entre un incident et un accident. À part les lettres qui ne sont pas placées de la même façon, il y a des choses de distinctes, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que c'est qu'un incident? Bien, c'est un petit déversement. Qu'est-ce que c'est qu'un accident? C'est une explosion. Il y a eu en 2008, je prends n'importe quelle année, 7 explosions ou incendies. D'après les compagnies, il y a eu 2 incidents. Alors, il y a quelqu'un qui nous ment à quelque part, puis là, je vous laisse deviner c'est qui. Bon, là, c'est pas, c'est juste pour vous dire c'est qui, là, c'est la priorité absolue. Vous avez les logos de tous les gens qui font partie de cette belle association-là, qui se paient aussi tous des lobbyistes à Québec et à Ottawa, dont la mission est vraiment de nous faire avaler le goudron. Excusez-moi, je deviens de moins en moins... je me gêne de moins en moins, vous avez remarqué. J'ai pris un seul verre de vin. Alors ça, Ça serait si c'était élite. si j'avais bu la bouteille, là, vous auriez beaucoup de plaisir. Ça, je vais passer ça. Pour vous montrer le tracé du pipeline, là, il y a 17 comités de bassin versant au Québec qui vont être touchés par ce pipeline-là. 70 rivières majeures, au-delà de 700 cours d'eau différents. Donc, ça veut dire qu'il y a au-delà de 700 personnes qui risquent un jour d'avoir de l'eau avec un petit goût de pétrole, si ça se concrétise. J'aime autant dire si parce que, moi, nous autres, on travaille fort, en tout cas, pour pas que ça se produise. Alors, en 2009 et 2013, le nombre de wagons-citernes transportant du pétrole a grimpé de 500 à 160 000 par jour. Ça, si mon compte de banque ou ma paye avait augmenté autant que ça, je serais heureux, là. Mais j'ai été enseignant, j'ai été gelé longtemps. De 500 à 160 000 par jour, c'est une méchante augmentation. La question qu'on devrait se poser, c'est, imaginez-vous, vous autres, là, votre véhicule, là, hein, vous faites, je sais pas moi, 10 voyages par semaine pour aller travailler, puis tout à coup, avec le même véhicule, les mêmes pneus, vous embarquez dans votre voiture plein de gens, vous l'attachez sur le toit, vous en mettez dans la valise, puis vous faites 150 voyages par jour. Je pense que vous allez avoir besoin de faire un petit peu de maintenance sur votre véhicule, un peu plus que normal. Mais est-ce que les chemins de fer, eux, ont fait les améliorations nécessaires? Pas du tout. On n'a pas augmenté la fréquence des inspections, on n'a pas augmenté la portance des rails. C'est beaucoup plus lourd de transporter des wagons de pétrole que du bois d'œuvre qui était à l'origine ou des passagers. Alors, les chemins de fer au Canada ont été développés pour transporter des marchandises, il y a 100 ans. Alors, ces marchandises-là étaient des marchandises sèches ou du monde. On n'est pas aussi lourd que les barils de pétrole, les milliers de barils de pétrole qu'on transporte. Alors, les vibrations, les effondrements, les déversements, les déraillements comme on vit, puis on va en vivre de plus en plus. Parce que Bombe sur Rail, qui est un organisme qui l'année passée a fait le voyage, ils sont promenés, c'est hallucinant la quantité de clous qu'ils ont trouvé, là. Les rails se défont, là. La maintenance ne se fait pas, mais on augmente, par exemple, le transport par train. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bon, dans la Naudière, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a parlé un peu. Dans la MRC de Dautré, on a pris effectivement des résolutions. Il y a des résolutions municipales qui sont déjà... on a déjà des modèles au regroupement qu'on peut vous fournir. Partez-vous un comité de citoyens dans votre municipalité, allez voir vos autorités locales, expliquez-leur. S'ils ne connaissent pas le projet, là, appelez-nous, on va y aller les informer. Puis s'ils ne nous croient pas, bon, on filera le rapport de M. Harvey. Puis s'ils ne croient pas le rapport de M. Harvey, bien, ils s'en payeront eux autres aussi, un rapport. On a assisté là à une démonstration de démocratie participative extraordinaire dans cette MRC-là, qui devrait être prise en exemple partout ailleurs dans la province. J'en ai parlé des pancartes, achetez-en, 5 $, mettez-en. Plus les gens vont en voir, plus les gens, ça va susciter le questionnement. Ça va aussi susciter tout l'effet d'entraînement que je vous ai décrit tout à l'heure. Il y a la campagne Coule pas chez nous. Vous pouvez aller signer la déclaration de protection de notre territoire. Vous pouvez faire un don. C'est toutes des choses qui aident vraiment à la cause. L'été passé, il y a des gens qui ont marché. On a chacun notre façon. Ça, je la laisse en finale parce que je trouve ça tellement... Il y a des gens à Terrebonne là, qui ont découvert qu'il y avait une pépine au bout de la rue. Ils ne savaient pas. Ça faisait 25 ans qu'ils restaient là. On ne sait pas ce qui se passe dans notre municipalité parce que les compagnies n'ont pas intérêt à nous informer. Hein. Des gens ignorants, là, ça se manipule bien. Maintenant, on a des universités, on a du monde qui travaille dans les universités, il y a du monde qui instruisent les gens. Puis il y a des gens comme Marc, comme moi, qui donnent des conférences pour informer. Je pense que c'est important qu'on ait cette curiosité-là de s'informer, de savoir ce qui se passe chez nous, sur notre territoire, là. Parce que les autres, ils ne se gênent pas de passer chez nous. C'est les sables bitumineux, ça se voit de la Lune, il paraît. C'est la muraille de Chine, puis ça se voit de la Lune. C'est pour vous démontrer l'immensité de ce désastre-là. Les tribus amérindiennes qui sont en aval de la rivière Athabasca sont toutes en train de mourir de cancer. Ces gens-là ont encore regardé les méthodes traditionnelles de chasse et pêche. Bien, quand tu manges du poisson qui vit dans des rivières alimentées par des sources d'eau comme ça, tu peux t'imaginer un petit peu que ça peut avoir l'air. Bon, ça, je sais pas. Il y a plein de problèmes, là, les problèmes à gaz à effet de serre, les bris, les versements dans le fleuve, les explosions, les problèmes de division sociale. Oui, ça, je prends 30 secondes. Moi, je suis allé en Pennsylvanie visiter des communautés qui ont été aux prises avec les gaz de schiste. Puis une des choses qui m'a le plus étonné puis renversé, c'était de voir les divisions sociales dans les municipalités. Il y a ceux qui sont pour, puis il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui y travaillent, puis il y a ceux qui la subissent, l'industrie. C'est aussi clair, net et tranché que ça. Alors, quand ton hamburger le midi te coûte 18,95 $, puis que 2 ans avant, il coûtait 3,45 $, tu y vas moins souvent manger au restaurant. Puis quand la compagnie a fini d'exploiter dans ta communauté, puis elle s'en va, le hamburger, il reste à 18 $. Puis le restaurant va mourir, puis ça crée l'effet inverse. Il y a un effet bonifiant au niveau de l'économie à court terme, mais à long terme, au niveau économique, c'est catastrophique, puis au niveau social, c'est encore pire. Imagine-toi manger ta dinde à Noël devant ton beau-frère qui, lui, travaille, puis qui gagne 40$ de l'heure, puis toi, tu n'as plus de job parce que tu t'épluchais des patates, puis il n'y en a plus assez, là. Il y a un problème social crucial qui se développe, puis c'est incroyable, ça, c'est pas quantifiable, on ne peut pas mettre de chiffres au bout de ça. Combien ça coûte à une société, la violence conjugale? Combien ça coûte l'arrivée dans un village de pushers, de vendeurs de drogue qu'il n'y avait pas avant? Combien ça coûte les maladies, comment est-ce qu'on dit maintenant, les maladies transmises sexuellement? C'est plus le même, mais en tout cas, c'est la même bébite, là. Combien ça coûte à la société, ça? C'est pernicieux, on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas attribuer ça directement. Mais quand vous avez dans un petit village reculé, une quantité assez importante de travailleurs qui arrivent, qui ont des besoins humains, bien, il arrive celles qui fournissent les besoins humains à ceux qui en ont besoin des besoins humains. Et à un moment donné, les besoins humains se mêlent et ça fait toutes sortes de problèmes sociaux. Où tu as pogné ça, ces bébites-là, toi? Tu reviens de travailler, puis là, tu te grattes, puis tu bon, puis ça marche pas, là. Ça crée des problèmes, ça crée de la violence conjugale,
Là, je fais des farces, mais c'est vrai. Moi, ça m'a renversé. Les témoignages qu'on a eus de voir ça, les communautés, il y avait des fêtes des vendanges, des fêtes des récoltes, puis là, ça se faisait plus. Parce que ça chicane t'a pogné dans la cabane, là, sérieusement, dans les villages. Là. Alors ça, c'est quelque chose de spécial. Bon, j'arrête là. C'est pas un petit poisson des chenaux, ça, c'est une verrue là, sur un poisson. Les cancers, ça, c'est pas de la tour de la pizza à cafétéria, là. Ça, c'est les champs où est-ce qu'on entrepose l'eau usée en Alberta. C'est assez... bon, j'arrête là. Je l'ai dit, c'est un survol. Merci. Merci beaucoup, Patrick Gard. Le sujet concis et bien dit. On va prendre un petit 10-15 minutes, pas pour refaire les conférences, mais si vous avez des questions, à ce moment-là, oh, t'as dans la bouche. Non, ça me fait pas. Non, 10-15 minutes. Bon, OK. Et là, ça se peut que ma trompe de tour, là, on va dire un truc depuis 500. Oui. C'est moi. Là, ça fait parler des États-Unis qui ont une position contraire. Le Québec, bon, on n'a pas la position que vous avez exploitée, là. Mais l'Ontario, là-dedans, pourquoi l'Ontario?